sourde et courageuse avec Julie Châtelain. Bonjour tout le monde, ici Julie Châtelain et bienvenue dans la toute première émission Sourde et courageuse sur les ondes de Canal M. C'est une émission qui a pour mandat de mettre en lumière les femmes sourdes. Et j'anime avec une interprète, LSQ, qui sera différente à chaque semaine. Et aujourd'hui, je suis accompagnée par Lynn Gargano du Civet et elle va interpréter en langue signée québécoise la LSQ. Vous allez souvent entendre cette abréviation-là. Et tout le contenu sera filmé pour le rendre accessible à la communauté sourde. Et je vais recevoir des femmes sourdes, malentendantes, en entrevue et on va parler avec elles, on va les découvrir, on va voir un petit peu c'est quoi leur parcours, les différents défis qu'elles ont pu rencontrer et qu'elles ont traversés. Et moi, je demandais à plusieurs femmes sourdes quelle femme tu trouves inspirante dans la communauté. Et c'est vraiment de fil en aiguille, chaque femme me proposait une autre femme. Et c'est ça qui fait que j'ai des femmes absolument extraordinaire. Et je voulais vous dire tout de suite pour commencer, est-ce que vous saviez, là, au niveau de la sourdité, parce que, tu sais, des fois, on va dire, OK, la sourdité, qu'est-ce que c'est? Il y en a combien? En fait, c'est un petit peu compliqué parce que c'est un handicap qui est invisible, en fait. Et on peut voir là, qu'au niveau du recensement avec Statistique Canada, c'est un petit peu difficile de savoir combien il va y avoir de femmes sourdes, en fait, de personnes sourdes, tout simplement. Donc, j'ai des petites statistiques à vous dire. Statistique Canada évalue que 2,8 % de la population du Québec de 15 ans et plus, ça veut dire 183 000 personnes, vivraient avec une sourdité et 11 400 pour ceux qui ont de 0 à 17 ans. Donc, il y en a quand même beaucoup. Et là, tout d'abord, je vais pouvoir vous présenter ma première invitée. C'est Alice Dulude. Alice Dulude, c'est une enseignante, c'est une entrepreneure, c'est une femme vraiment avec un CV impressionnant. Et on va la découvrir ensemble, vous et moi. Bonjour Alice. Bonjour Julie. Bonjour. Ça fait très plaisir de jaser avec toi. Moi aussi, je suis vraiment honorée de t'avoir comme première invitée. Et là, vous allez voir là, pour les auditeurs, les auditrices, parce qu'il y en a qui vont être vraiment au niveau qui vont être à l'écoute et qui ne vont pas nécessairement regarder. Ça se peut des fois qu'il y a des petits délais entre ce que je vais dire et Alice en ce moment, parce que des fois, il y a un petit délai avec l'interprétation. C'est tout à fait normal, mais tu sais, des fois, c'est une seconde, 2 secondes. C'est pas plus long que ça. Donc, c'est pour ça, ça demande quand même un petit ajustement là, pour tout le monde. Donc, Alice, je suis vraiment contente de te recevoir parce que là, je regardais ton CV, je me suis dit, waouh, cette femme-là, t'as quand même beaucoup d'expérience et j'avais envie de regarder un petit peu avec toi ton parcours, voir qu'est-ce qui fait que tu es rendu où t'en es maintenant. Et je voulais savoir premièrement, Alice, est-ce que tu es une femme sourde de naissance? D'accord. Alors, pour répondre à ta question, moi, je peux pas savoir parce que mes parents m'ont dit que j'étais née entendante, que j'étais devenue sourde à l'âge de 3 ans. Je trouve ça un petit peu bizarre. Alors, je sais que mes parents me disent ça, mais pour moi, j'ai toujours été sourde. Ah oui! Alors, mon père, il n'était pas sourd, il était demi-sourd. Il avait perdu l'audition en raison d'une infection qu'il avait attrapée. Ouais. Alors, il était oraliste, donc il utilisait sa voix et non pas la langue des signes. Il aurait voulu que je parle. C'était difficile pour lui d'accepter ma surdité, le fait que je ne parlerais pas. Il y avait toujours un préjugé négatif sur les personnes sourdes. Mes parents étaient assez âgés. Quand je suis venue au monde, ils m'ont eu tardivement dans leur vie. C'était pas des gens éduqués, il y avait pas de diplôme. Et bon,
moi, pour ma perception à moi, je dis que je suis née sourde. Je suis allée à l'hôpital St. Mary's. Ils ont fait des tests d'ADN pour voir pourquoi j'étais sourde. Et c'est une raison inconnue. Ah oui. OK, c'est quand même spécial parce que on a l'impression que la personne va naître sourde ou ça va arriver un petit peu plus tard, mais habituellement, il y a une explication. Mais toi, c'est nébuleux, on le sait pas. Tu as dit que ton père, il était sourd, dans le fond, il était oraliste. Il a perdu l'ouïe. Okay. Il entendait un peu d'une oreille et l'autre oreille, il a fait beaucoup de fièvre, une grosse infection et il a perdu l'ouïe. Il a conservé la parole, il est allé à l'école, il a appris à parler. Oui. Mes parents sont décédés. Mon père est décédé quand j'avais 15 ans. Ensuite, il est déménagé il est allé à l'Institut des sourds et il a appris la langue des signes à 15 ans seulement. Ah oui, OK. Et ta maman, elle, est-ce qu'elle était sourde? Maman, elle était sourde, absolument. Oui, j'étais prête à la réponse. À la réponse, hein? Ma mère était sourde. Elle est née sourde, mais elle vivait à Sainte-Alexis de Kamouraska, donc dans une région éloignée, très rurale. Oui. Il n'y avait pas d'école sourde pour les enfants sourds, donc elle est restée isolée à la maison avec sa mère jusqu'à l'âge de 9 ans. Et un jour, les voisins ont appris l'existence d'une école, donc le couvent des Sœurs, où il y avait possiblement la possibilité d'être scolarisée. Et ma mère est venue apprendre très tard. Elle a été scolarisée très tard en raison de ça. OK, mais ça veut dire que toi, comme petite fille, là, à ce moment-là, tu as appris la LSQ rapidement. Ton parcours scolaire, est-ce que tu allais dans une école? À cause de mes parents, c'était ma langue maternelle. Oui. Donc, j'ai été exposée déjà à la langue des signes dès ma naissance parce que mes 2 parents étaient sourds. OK. Donc, j'étais très, très chanceuse parce que de 0 à 5 ans, c'est la période critique pour l'apprentissage d'une langue. Même si mes 2 parents étaient peu scolarisés, avaient eu peu d'éducation, mais quand même, mon père était capable de lire le journal. Il faut se rappeler qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de sous-titrage non plus pour écouter les nouvelles à la télévision. Il se débrouillait et moi, parfois, je regardais le journal et je lui posais des questions et il était capable de me parler en langue des signes. Donc, j'étais capable d'avoir une certaine éducation à la maison de la part de mes parents. Oui, mes parents étaient démunis, mais il y a aussi l'école qui m'a beaucoup aidée. L'école était très inquiète parce que ils voyaient la situation de mes parents, puis l'école m'a donné un grand support. La langue des signes, autrefois, c'était pas la même langue des signes qu'aujourd'hui. Autrefois, on n'était pas toujours très fiers. Mais à ce moment-là, ton parcours scolaire, c'était dans une école où est-ce que ça parlait LSQ ou tu as dû t'intégrer dans une école et finalement avoir ce défi-là d'apprentissage? J'ai fait 2 ans à la maternelle dans l'école Saint-Enfant-Jésus, qui était une école oraliste spécialisée pour les enfants sourds. Oui. Alors, c'est ça. Donc, j'ai fait Saint-Enfant-Jésus pendant 2 ans à la maternelle, pré-maternelle, maternelle. Ça fonctionnait pas. C'était un échec cuisant. Et puis, j'étais punie. J'y passais mon temps à me mettre sur une serviette à genoux dans le coin. Et je m'en rappelle encore, ça m'a marqué. Oh, mon Dieu. La serviette qui avait mon nom de cousu. Ma mère avait cousu le nom parce que c'était ma serviette que j'apportais à la maternelle. Et on me mettait dans le coin et on était tous appareillés avec des filages et tout ça. Et moi, ça fonctionnait pas. Ma mère était sourde, elle utilisait la langue des signes. Pour moi, c'était la langue des signes qui était ma langue. Donc, j'étais très rébarbative à tous les filages et tout ça. Et finalement... ça a été difficile pour mon père d'accepter que j'utilise seulement la langue des signes. Il aurait voulu tellement que je parle parce qu'il disait « c'est comme ça que tu vas pouvoir te débrouiller dans la vie ». Mais finalement, je suis allée à l'école Gadebois. Ensuite, de l'école Gadebois, j'ai été faire mon secondaire à la polyvalente Lucien Pagé, avec un enseignement uniquement en langue des signes, mais évidemment avec des professeurs qui avaient des compétences
à géométrie variable, on peut dire ça comme ça, en langue des signes. Mais je me suis quand même débrouillée. OK. Et puis voilà, c'était mon parcours scolaire. J'ai appris à lire avec le support de mes amis, tout ça. J'ai eu des modèles. Il y avait le Centre des loisirs des sourds du Montréal métropolitain qui était le CLSM et je suis allée souvent et j'ai eu beaucoup d'adultes sourds qui ont été modèles pour moi, qui m'ont dit « T'es capable, fais pas comme moi, ne fais pas comme une erreur, t'es capable d'aller à l'école, va te scolariser. » Alors, ces adultes sourds-là m'ont beaucoup, beaucoup appuyé et m'ont encouragée dans mon parcours scolaire. Bien, en fait, c'est intéressant parce que là, tu as parlé d'école Gadebois, Lucien Pagé. C'est deux noms d'écoles encore maintenant. Là, donc, très... en fait, je pense que c'est les seuls. Hein? Je pense que Gadebois, c'est la seule école pour vraiment les enfants sourds. Oui, effectivement. Hein, c'est ça. Et au secondaire, c'est Lucien Pagé. Toi, tu es... effectivement. Il y a 2 écoles. C'est ça. En langue des signes. Oui, exact. Oui. Mais il y a d'autres écoles qui sont plus sur le volet oraliste. Oui. Ou, Georges Vanier est une école, par exemple, où on ne signe pas les élèves. C'est le choix des parents, bien sûr, de la scolarité. Mais à Saint-Enfant-Jésus et à l'école Saint-Jude, sur la Rive-Sud, ils font du LPC, du langage parlé complété. À Laval, il me semble que c'est Gigi Joubert qui est l'école oraliste là-bas. OK. Et là, la langue des signes, c'est ici à Montréal, c'est les 2 autres écoles. Oui, c'est ça, exact. Et toi, ça veut dire qu'à ce moment-là, ton parcours scolaire, donc, se fait en LSQ. C'est à quel moment, là, toi, tu te dis, en fait, à ce moment-là, qu'est-ce que tu voulais faire comme métier? Est-ce que tu savais directement où tu t'en allais ou tu n'étais pas trop sûr parce que là, c'est beau le secondaire en LSQ, mais après ça, c'est le cégep ou l'université. Donc, à ce moment-là, est-ce que tu savais où tu voulais t'en aller? Oui, bien sûr. C'est une excellente question. Si je me rappelle, quand j'étais jeune, je voyais beaucoup de personnes sourdes qui disaient c'est difficile à l'école, c'est difficile à cause du français, parce que le français est ma langue seconde. C'était un grand problème pour moi et pour aussi mes collègues sourds. Quand tu as un 4e ou un 5e année de niveau de français, tu peux pas espérer rentrer au cégep à l'université. Moi, finalement, à l'université, je me suis dit, on oublie ça. Ce n'est pas possible. Peut-être le cégep, peut-être le secondaire 5. Après ça, je verrai, j'irai travailler. Mais j'ai jamais pensé vouloir faire des études. J'aurais voulu être avocate. J'aurais voulu être interprète. J'aurais voulu être professeur. J'avais quelques rêves, mais j'aurais voulu être vétérinaire aussi. Je me suis dit, les animaux, même si on est sourd, ils n'ont pas besoin de parler, donc ça pourrait être correct. Mais là, on m'a dit non. Quand on est sourd, on peut aller... Avant, on disait, on fera des ménages dans les hôtels, on fait des lits, on a des types, on a des pourboires. Puis là, je me suis dit, non, ça, c'est pas pour moi. Moi, je veux aller plus loin que ça. Finalement, les cégeps ont ouvert les services d'interprétation et j'ai vu de mes collègues qui ont réussi. Il ne faut pas oublier que mes parents étaient âgés. Oui. Et il fallait que je sois indépendante. Comme mes parents étaient morts, je ne savais pas, il fallait que je subsiste à mes choses pareilles, moi-même. Alors, mon père est mort quand j'avais 20 ans, donc j'avais plus de parents. Mais avant, quand j'étais jeune au secondaire 5, j'avais 17 ans, ma mère était déjà âgée, mon père était déjà âgé, ma mère était plus là. Puis on m'a dit non, il faut que tu étudies plus pour avoir un meilleur salaire. Mais pour avoir un meilleur salaire, il faut avoir un plus grand diplôme. Donc, je me suis dit, OK. Alors, avec l'aide des interprètes qui m'ont aidé à corriger mon français, tout ça, j'ai réussi à être diplômée. Au cégep? Oui, j'ai réussi mes études au cégep en technique d'administration, technique informatique, administration informatique. Ça veut dire que, dans le fond, tu as fait ton cégep, mais tu avais des interprètes avec toi dans les classes. Oui. À ce moment-là, les interprètes... Oui, ça a sauvé ma vie. En fait, s'il n'y avait pas eu d'interprète, oublie ça, là. OK, mais les interprètes, là, est-ce que c'est toi qui payais ça de ta poche, là? Y avait-tu un budget, une subvention? Non, c'était le gouvernement. C'est le gouvernement qui a fourni les interprètes. Le preneur de notes aussi était fourni pendant mes cours. J'avais qu'à me concentrer à écouter le professeur. J'avais du tutorat. En français aussi, au cégep, puis il m'offrait du tutorat. Je prenais des rendez-vous et j'allais pour améliorer la qualité de mon français. Parce que comme jeune,
au secondaire, les cours de français ont été très adaptés aux sourds, donc ont été moins exigeants. Quand je suis arrivée au cégep, je faisais des grandes fautes de grammaire. Ouais. Et puis, j'ai dû aller avoir du tutorat. Et je suis devenue professeure. Ben, non, mais c'est pour ça. Moi, je veux savoir parce que là, tu dis que tu as étudié en administration. Donc, de où est venu, là, tout d'un coup, je vais être enseignante? Oui, parce qu'au cégep, Oui. la technique d'administration, pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de mathématiques. Et les mathématiques, moi, je voulais travailler dans une banque. Ah oui. Je me suis dit, être un avocate ou tout ça, pour moi, c'était hors de portée. Je me suis dit, les chiffres, il y a moins de français. Ah oui. C'est ma force, je vais être bonne. Puis là, je vais pouvoir travailler dans une banque. Mais en administration, il y a le volet finance, Oui. il y a le volet gestion informatique et assurance immobilier. Et le volet finance, il y avait quand même des opportunités de travail, la gestion informatique aussi. Puis la gestion immobilière, je me suis dit, j'oublie pas, je vais oublier ça parce que ça va prendre de la communication avec, aller faire des inspections, tout ça, je pourrais pas communiquer avec les gens. Oui. Ça m'aurait bloqué. La gestion informatique, dans les années 95, si on se reporte à ça, c'était nouveau. Internet, ça venait juste d'arriver, là. Oui. Et quelqu'un m'a dit, un conseiller d'orientation m'a dit, va-t'en là. C'est OK. la technologie de l'avenir, puis tu vas trouver quelque chose, puis tu vas voir, ça va beaucoup évoluer. Oui. Je me suis dit, mais pourquoi? Je suis allée en gestion informatique. OK. Mais après, quand je suis allée dans un stage, je me suis dit, oh non, c'est pas possible. Je travaillais, personne ne me parlait. Mon patron disait, ça devrait te prendre 3 semaines à faire un projet. Ça me prenait 3 jours parce que moi, je jasais avec personne. J'avais aucune vie sociale avec les autres employés. J'étais très isolée. Et finalement, je me suis dit, essayons d'aller à l'université. OK. Je suis allée à l'université en comptabilité. Et il y avait 2 personnes sourdes qui m'ont dit, non, tu es capable d'être un professeur. Ah ouais, allez, change de programme à l'université. La comptabilité, c'est pas pour toi. Ah ouais. Et fait que je me suis dit, OK, allons. Je suis allée voir la directeure de l'école. Ouais. C'était Raymond Dewar. Oui. Vous savez l'Institut Raymond Dewar, là? Exact. Raymond Dewar lui-même, quand il était vivant, je suis allée le voir. Puis je lui ai dit, écoute, moi, je voudrais aller devenir professeur et tout ça. Il m'a dit, il n'y a aucun problème, tu vas être capable, vas-y. Et puis j'ai fait mon bac en enseignement, puis j'ai été engagée à Lucien Pagé. Mais c'est ça, c'est que dans le fond, tu enseignes à Lucien Pagé avec des adolescents. De quel... Non, j'enseigne plus. T'enseignes Je fais de la plus? suppléance à l'occasion. OK. Parce que là, présentement, je suis aux États-Unis jusqu'en décembre. Oui. Et en décembre, je reviens au Québec. Et je remplacerai probablement. Mais avec mon entreprise, je fais déjà tellement de travail. Puis je fais ça à partir de chez moi aussi. OK. Donc, ça veut dire que tu as enseigné à Lucien Pagé pendant plusieurs années. Et là, à ce moment-là, tu avais des adolescents là, devant toi. Là. Qu'est-ce que ça représentait pour toi d'enseigner? Hein? Qu'est-ce que ça représentait pour toi d'enseigner? C'est que je voyais les yeux qui brillaient. OK. Comme on possédait la même langue première, Oui. je leur disais toujours, t'es capable, vous êtes capable. Qui vous a dit que vous n'étiez pas capable? Est-ce que vous avez déjà essayé ça? Ouais. J'aimais beaucoup les encourager, voir leurs yeux qui brillaient. J'ai fait ça pendant 20 ans. Mais finalement, tantôt, je vous ai dit que mes rêves, c'était avocat, interprète ou professeur. Oui. Professeur, j'avais réussi. Interprète, j'ai réussi. Mais avocat, non. Mais je lis la défense des droits. Je m'intéresse à tout ce qui est la défense des droits. Je m'intéresse, j'accepte pas de pas savoir les lois et tout ça. Il y a une partie de petite flamme d'avocate qui est en moi que j'essaye de faire vivre, mais je suis interprète et j'enseigne. OK, mais là, justement, tu dis que tu es interprète. Là, moi, je dis, comment tu peux être interprète? Parce que j'ai ici Lynn Gargano, mais Lynn Gargano, elle est entendante. Comment c'est être interprète quand on est sourd? Je savais que tu allais me poser cette question-là. Oui. Parce que c'est la question que beaucoup de gens ont. Mais oui. Les interprètes, il y a plusieurs rôles. Moi, je suis allée à l'Université Gallaudet à Washington OK. et j'ai étudié la traduction. Donc, c'est une traduction, c'est pas de l'interprétation, c'est de passer d'une langue à une autre langue. Donc, on peut être interprète, par exemple,
quelqu'un qui passe de l'ASL, l'American Sign Language, Oui. à la LSQ, la langue des signes du Québec. Oui. Moi, je peux prendre l'ASL, changer en LSQ. J'ai pas besoin d'entendre. C'est une langue visuelle vers une autre langue visuelle. Je fais de la traduction. Il peut y avoir une personne anglophone qui est sourde, qui a besoin d'un interprète, qui entend. C'est pas grave. C'est les interprètes sourds. Oui. Alors, le processus d'interprétation au niveau du cerveau est le même, qu'on soit une interprète entendante ou une interprète sourde. Il y a des interprètes qui sont spécialisés aussi, des gens qui viennent d'autres pays, qui ne connaissent pas la langue des signes du Québec. Donc, les interprètes entendantes qui sont ici, qui sont spécialisés en français, en langue des signes du Québec et la langue française. Quand un immigrant arrive, ils ne connaissent pas la langue des signes du Québec. Alors là, on jumelle un interprète sourd qui va faire un peu de langue de signes internationale, parce qu'il va partager la même culture que la personne immigrante, va aider à l'interprétation. C'est comme ça qu'on travaille comme interprète. Ah, mais en fait, c'est parce que ça, c'est super intéressant parce qu'on a l'impression que les sourds, il y en a juste au Québec, hein? Alors que finalement, il y en a partout dans le monde, ce qui fait que quelqu'un, exemple, qui habite au Mexique, donc quelqu'un qui utilise finalement une langue comme nous, on pourrait dire LSQ, mais lui, finalement, ça c'est plus comme l'ASL, donc un peu plus la langue internationale, qui est comme finalement l'anglais. C'est ça? La langue internationale, c'est en Europe. OK. Ici, la langue internationale est moins utilisée. C'est plus l'ASL à la LSQ. OK. Quand un immigrant vient du Mexique, par exemple, il va apprendre la LSQ, la ASL ici. Il va apprendre doucement. Mais lui, là, au Mexique, là, il y a une langue qui existe qui équivaut à notre LSQ. C'est sa langue, la langue qui appartient. C'est comme la langue parlée. Oui. Donc, à chaque langue parlée dans le monde, existe une langue signée qui correspond à chaque langue parlée. Wow. Là, ça veut dire... Parce qu'ils partagent la même règle de grammaire et tout ça de toutes les langues. OK, mais toi, là, t'as quelqu'un qui arrive, qui parle une langue, je sais pas, là, tu sais, tu te dis, mais mon Dieu, j'ai jamais entendu ça. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Moi, j'ai des compétences de linguistique, j'ai de la connaissance, je connais un peu, je fais un petit mix, j'ai voyagé beaucoup, j'ai rencontré beaucoup et j'ai eu de la formation et j'ai glané un peu de signes d'à peu près pas mal toutes les langues assez. Je suis assez débrouillarde quand même. Les sourds et les entendants, c'est un peu différent. Les sourds et sourds, on se comprend. Oui. Avec certains gestes, les mimiques du regard, du visage et tout ça, après 10 minutes, on se comprend. OK. Mais ça demeure un défi pour les interprètes entendantes. Ah oui, mais je trouve ça vraiment intéressant, Alice, ce que tu apportes. Et là, je voulais savoir, parce que là, finalement, tu n'enseignes plus, comme tu as dit, tu es rendu avec une entreprise, Tradusigne, qui est finalement une agence. C'est comme ton agence. On fait de la traduction, de l'interprétation, de la consultation. Par exemple, quelqu'un fait une pièce de théâtre, veut dire, on voudrait que ça soit accessible, ou une émission, je sais pas moi, une émission où il y a dans un téléroman. Oui. On veut avoir un personnage sourd. On veut que le personnage s'exprime en langue des signes. Oui. On va faire appel à nous pour qu'on aille coacher cette vedette-là ou cet artiste-là pour apprendre son texte. OK, mais qu'est-ce qui fait que tu es allé vers cette entreprise-là alors que tu enseignais à ce moment-là et que tu étais pleinement épanouie dans l'enseignement? OK, ça, c'est une autre histoire. Ah oui? Ça, c'est une autre histoire. J'étais professeure, bien sûr, mais j'avais commencé l'interprétation parce que pendant mes études de comptabilité, je n'étais pas encore professeure. On se rappelle que j'avais bifurqué vers la comptabilité. Oui. Puis je me suis dit, en même temps, c'était un travail. J'interprétais et j'allais à l'école en même temps. Je faisais les deux. J'ai fait beaucoup de voyages au travers du Canada parce que les interprètes sourds vont être appelés dans des réunions où il y a des sourds anglophones, 2-3 qui utilisent la LSQ et 2-3 qui utilisent l'ASL. Oui. Donc, partout au Canada, on va agir comme interprète dans le Canada anglophone. OK. Et j'avais travaillé pour une compagnie, une agence, et cette agence-là a fermé. La personne qui tenait cette agence-là a quitté et m'a redonné les rênes. Ah oui, OK. Donc, c'est comme ça, c'est arrivé finalement. Alors, l'interprète fait juste vous dire que Audrey Lessard est arrivée.
Ah ben oui, Elle vient de s'afficher, elle nous dit bonjour. c'est la prochaine, c'est pour ça. On va terminer avec toi, Alice, puis après ça, on va aller rejoindre Audrey Lessard. Parfait. Mais là, moi, je voulais savoir, Alice, parce que là, tu as cette entreprise-là. Et je me demandais, là, parce que là, tu parlais de la petite fille en toi qui voulait être enseignante. Bon, ça, c'est fait. Après ça, le côté avocate, que ça, tu tiens ça quand même pas très loin dans tes souhaits. Mais dans 5 ans, là, tu te vois où, Alice? C'est une bonne question, hein? C'est une très bonne question. Je pense que je vais garder mon entreprise. OK. Mais je vais faire de la sensibilisation, la défense des droits, ça m'intéresse, m'impliquer dans des comités de vigilance, des comités où on surveille si l'accessibilité est bien faite pour l'avenir. Dans 5 ans, ça aura l'air de quoi? Je ne le sais pas, mais c'est sûr que mon entreprise sera toujours là pour soutenir la communauté sourde et puis parce que les enfants sourds, Oui. il faut qu'il y ait l'accessibilité aux interprètes et tout ça. Pour moi, c'est très important. OK, mais à ce moment-là, quand tu dis, là, tu sais, finalement, j'ai l'impression, tu sais, qu'il y a un côté de toi, tu sais, quand même assez militante, hein? Ça se peut-tu? OK. Militant. OK, vous êtes en train de... Oui. Oui, hein? Oui. OK. Toujours. Ça a toujours été comme ça, puis encore aujourd'hui. OK. Bien, Alice, moi, je suis vraiment contente parce que là, je fais connaissance avec toi. Je te connaissais quand même déjà un petit peu, mais on n'avait jamais échangé ensemble. Et là, je voulais voir un petit peu, là, fais juste donner à quel endroit les gens peuvent te retrouver, si on veut s'informer auprès de tes services. C'est où qu'on va? On peut aller sur Internet, Ouais. www.tradusigne. Oui. Comment ça s'écrit, .ca. traducigne? TRADUSIGNE. Oui. .ca. OK. Ça, c'est pour vraiment l'agence d'interprétation. Oui, pour l'interprétation. OK. Oui, bien sûr. Moi, exemple, je suis entendante, je pourrais communiquer avec vous, là. Bien sûr. OK, Tu parfait. peux choisir notre compagnie parmi tant d'autres, bien entendu. OK. Il y a plusieurs compagnies comme nous qui offrent des services d'interprète. Oui. Ça dépend de ton besoin. Oui. Hein? Parce que des fois, ça peut être un besoin de traduction, faire vérifier de l'information si c'est compatible avec vos besoins. Vous pouvez nous contacter. Bien, génial. Bien, merci beaucoup, Alice. Ça a été un grand plaisir. Et j'invite les gens à aller voir plus d'informations. Alice Dulude, Tradusigne. Merci, Alice. Je te souhaite une magnifique fin de journée. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée à toi aussi. Bye bye. Merci à l'interprète. Merci beaucoup. Bye bye. Et nous, eh bien, on va se retrouver dans quelques instants pour une prochaine entrevue avec Audrey Lessard. Vous êtes toujours à l'écoute de Sourde et Courageuse. Et là, je suis très contente parce que je reçois une invitée que j'ai eu un immense coup de cœur quand j'ai vu son parcours. En plus, elle est quand même pas très âgée. Hein? Je pense qu'on doit avoir à peu près la même âge et elle a vraiment un parcours inspirant. On va aller rejoindre Dr Audrey Lessard, qui est médecin podiatre. Vous l'avez peut-être déjà vu en entrevue à Ami Télé ou bien même Urbania. Elle a un livre, donc il y en a peut-être qui vont dire « Ah, Audrey Lessard, ça me dit quelque chose. » Eh bien là, on l'a pour une belle entrevue. Allô, Audrey? Bonjour. Merci beaucoup de l'invitation. Vraiment, ça me fait un grand plaisir. Ah ben c'est moi qui est vraiment très heureuse de pouvoir te présenter à nos auditeurs et de te faire découvrir. Audrey, on va remonter là, parce que là, ton parcours il est vraiment inspirant, mais moi, je veux vraiment remonter à la petite Audrey. Premièrement, est-ce que tu es née sourde? Oui, je suis née sourde profonde, absolument. Mes parents n'avaient pas de sourds dans ma famille, aucune surdité. Quand je suis née, après ma naissance, vers 1 mois ou 2 de vie,
je bougeais pas, je dormais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on tintait une petite clochette à côté de moi, je me réveillais pas. Ils sont allés chez le médecin voir un ORL, ils ont pris des tests, ils ont confirmé que j'étais sourde. Le diagnostic, je l'ai eu en 82. OK. Donc, à cette époque-là, comme vous savez, la surdité n'était pas très bien vue. Hein, c'était pas, il n'y avait pas beaucoup de ressources. Il n'y avait pas beaucoup de services d'aide. Et aussi, à cette époque-là, le français signé. Donc, même, c'est l'Institut des sourds de Charlesbourg, à Québec. On a donné 2 livres à mes parents avec des signes du français signé. Puis on dit à mes parents, arrangez-vous, bye-bye. Apprenez ça, puis c'est tout. Mais en fait, Audrey, ça, c'est quand même... Mes 2 parents pleuraient dans la voiture en revenant. Ils me regardaient dans le rétroviseur parce que j'étais assise en arrière avec ma petite couverte, puis je souriais. Puis ils ont pleuré, puis ils ont dit non. On va être courageux. On va tout lui montrer à Audrey. On va lui montrer comment se développer, comment s'intégrer dans la société avec des entendants. C'était le vœu de mes parents. Mes parents ont beaucoup, beaucoup mis d'emphase. Ils ont beaucoup mis l'emphase sur la société entendante, l'intégration avec les entendants, parce que autour de nous, 90-95% des gens sont entendants autour de nous. Et puis, un autre point important, c'est que moi, j'ai grandi dans une toute petite ville, un village où il n'y avait pas de sourds, pas du tout autour de nous. Wow. Donc, c'était une période qui n'a pas été facile, mais ils ont réussi avec de l'amour. Mes parents m'ont beaucoup aimé, ma famille, on a passé au travers. Mais en fait, c'est ça qui est intéressant, Audrey, que tu amènes. On a l'impression en fait, si un enfant qui est sourd, c'est parce qu'il y a 2 parents qui sont sourds et pas du tout. Et toi, tu es l'exemple parfait de dire que, toi, tu es née sourde et il n'y en a pas dans ta famille. Ça veut dire qu'à ce moment-là, tes parents qui ne parlent pas la LSQ, donc eux, ils parlent le français. Non, absolument pas. C'est ça. Et, si on remonte même dans une génération, il n'y en avait pas non plus. Ouais. Ils ont appris graduellement. Oui. Les parents ont appris dans des livres, tranquillement, mais ils ont plutôt encouragé la lecture labiale. Ils ont beaucoup encouragé ça pour que je sois capable de comprendre les entendants autour de moi. Oui. Et puis aussi, ils m'ont montré beaucoup, beaucoup à articuler comment parler, tout ça. Ça veut dire que moi, si je te parle et que tu vois bouger mes lèvres, tu devrais être en mesure de comprendre qu'est-ce que je suis en train de te dire. Oui, bien sûr. OK. Mais il y a une petite période d'adaptation. Oui. Au début, parce qu'évidemment, si les personnes ont une grosse moustache, une grosse barbe, là, ça va être plus difficile pour moi, bien sûr, de lire sur les lèvres. Mais si quelqu'un n'articule pas beaucoup, tu vois, il y a une petite, il parle avec un petit comme ça va être difficile aussi de lire sur les lèvres. Et aussi, il ne faut pas non plus trop exagérer parce que là, alors il faut parler normalement avec une vitesse normale. Puis normalement, je comprends en général. Mais à ce moment-là, ton parcours scolaire, parce que comme tu es avec 2 parents qui sont entendants, alors là, c'est tes parents entendants qui doivent trouver des ressources et ce n'est pas dans leur habitude, vu qu'ils ne sont pas sourds. Ça, comment ça s'est passé? Parce que là, vu que tu étais dans un petit village, il n'y avait pas d'école là, pour les sourds. Donc, comment ça s'est passé, ton parcours scolaire? C'est comme... Il y a eu un coup de chance. Oui? Il y a vraiment eu un coup de chance. OK. Parce que je pense que c'est dans les années 82 ou 86, en tout cas quand j'ai commencé la maternelle, à ce moment-là, il y avait 3 autres enfants qui étaient là dans la commission scolaire. C'était vraiment un coup de chance. À la commission scolaire, ils ont décidé d'ouvrir une toute petite classe d'adaptation scolaire. Oui. Où moi, avec les 3 autres enfants sourds, puis des enfants qui avaient une déficience intellectuelle. Alors, ils ont pris 2 professeurs, puis un technicien en éducation spécialisée. Oui. Alors, ils ont fait une équipe multidisciplinaire et puis ils ont mis cette classe. Ça n'a pas été facile
parce que le niveau d'éducation, c'était un niveau d'apprentissage qui n'était pas pareil. Certains enfants n'étaient pas rendus aux mêmes places que les autres. Oui. Bon, il y a eu une période d'adaptation, mais je crois qu'en 3e année, la commission scolaire a décidé de fermer cette classe-là OK. pour des raisons administratives, des raisons budgétaires, Oui. peu importe la raison. Et le conseiller, qui était le directeur, a envoyé les enfants, ils ont envoyé à Charlesbourg une école, ils ont dit, vous pouvez envoyer votre enfant à Charlesbourg ou à Montréal ou peu importe. Et mes parents ont dit non, il n'y en est pas question. Ma fille, elle va rester chez nous, avec nous. On va essayer de l'intégrer avec les enfants entendants, puis on verra si ça marche. Ah ouais. Et puis, si on n'essaye pas, on ne saura jamais. Oui. Donc, mes parents ont dit, bon, parfait, pas de problème. Et on n'ira pas à Québec ni à Montréal, on va rester dans l'école de quartier. On a essayé ça, ça a été... m'a demandé beaucoup de courage, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup pleuré, mais j'ai passé au travers. Et puis, le directeur de l'école trouvait un peu drôle parce que moi, j'ai demandé au directeur d'école, est-ce que je peux recommencer ma 3e année? C'est moi qui ai demandé. Le directeur disait, hein? Ça devrait être en 4e. J'ai dit non. Moi, ma 3e année, avec la petite classe que j'ai faite, j'ai pas l'impression d'avoir le même niveau de 3e année que les enfants entendants. Puis moi, je veux pas être en retard sur les autres enfants. Je voudrais reprendre ma 3e année. Alors, le directeur était très surpris. Ouais. Il a dit, c'est une bonne idée, pourquoi pas? Vas-y, recommence ta 3e année. Wow! Ça veut Et dire... ça s'est très bien passé. OK. Donc, vraiment, toi, tu as fait ton parcours avec des entendants, finalement. J'ai toujours été intégrée dans les classes entendants. OK. Oui, et là, toujours. tu as fait ton primaire, secondaire. Et c'est à quel moment là, que tu sais, t'es petite fille, t'es sourde, t'es dans un monde d'entendants. Et là, tu rêves à qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Est-ce que ça s'est fait facilement? Ou... Moi, je voulais être médecin. OK, toi, c'était Depuis toute clair. petite. J'avais 3 ans. Et puis, je voulais être médecin. OK. Je jouais à la poupée, je les opérais, Ah oui. j'y coupais, je faisais des points de suture, je donnais des vaccins. Je disais à mes parents que je voulais être un jour docteur et ça a été mon rêve depuis toute petite. Wow, OK. Mais tout le monde Oui. disait c'est pas possible. OK. Et qu'est-ce qui s'est passé en toi pour dire, justement, moi, je veux être médecin, je suis sourde, on me dit que j'y arriverai pas. Qu'est-ce qui fait que toi, t'as poussé dans cette voie-là parce que ça aurait pu te décourager complètement? Là? C'est sûr que j'ai eu des moments de découragement, j'ai pleuré, c'est certain. Et puis, ce qui m'a donné le plus de gaz pour y aller, c'est que les gens qui me disaient « tu peux pas ». Ah oui, hein? Je disais « ouais, moi vous le montrer que je peux. Hein? Vous allez manger vos mots plus tard. Wow. Et là, à ce moment-là, toi, tu as décidé... Ça m'a donné beaucoup de gaz, hein? pour... et puis ça m'a poussé à relever ces défis-là. Oui, parce que là, c'est ça, c'est comme de dire, hey, je vais vous le prouver, là, vous êtes dans le champ, là. Hein? Oui, exactement ça. Et là, à ce moment-là, médecin, OK, tu rêves d'être médecin, mais là finalement, t'es podiatre. Le chemin, là, pour être au niveau podiatre, est-ce que ça s'est fait, ça aussi? C'était clair dès que tu as commencé? C'est une excellente question. La médecine, c'est vaste. Oui. C'est grand. C'est très, très vaste. Oui. Hein? Et de la médecine en général. Donc, je me disais, quelle branche je vais prendre? Je me suis dit, il faut que je comprenne que, je suis sourde. Donc, il faut que je sois réaliste. Il faut que je sois réaliste. Par exemple, disons que j'aurais aimé être chirurgienne cardiaque. Ouais. Mais chirurgienne cardiaque, imagine dans la salle d'opération, j'entends rien, je vois rien. Oui. Il y a 10-15 personnes autour de moi, tout le monde parle, la pression descend, la pression monte, la patiente est en train de se réveiller, ça saigne, il y a quelque chose, il y a de l'information qui se passe et je ne serais pas capable de suivre. Oui. C'est sûr qu'il faut... je ne veux pas mettre la vie des patients en danger, pas du tout. Donc, je me suis dit, éliminons ça. Fait qu'à par élimination... je me suis dit, qu'est-ce qui n'est pas dangereux pour la vie de quelqu'un? Je me suis dit, on va essayer... la médecine généraliste, comme les médecins de famille,
bon, ça, ou bien une spécialité. OK. Et là, j'avais plus le goût d'une spécialité, Mhm. mais aussi le programme médical pour la pédiatrie, c'était nouveau à OK. cette époque-là. C'était OK. tout à fait nouveau. Et j'ai regardé le programme et puis j'ai regardé les cours dans le cursus et je trouvais ça très intéressant parce que ça touche l'anatomie, ça touchait la chirurgie, on peut faire aussi de l'orthopédie, ça touche la dermatologie. Ça touche aussi, bon, l'anesthésie. OK. Alors, on touche à plein de domaines connexes dans un seul. Alors, tous mes points d'intérêt se retrouvaient dans ce programme-là. OK. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ça. Et là, à ce moment-là, quand tu as commencé là, comme podiatre, je veux dire étudier comme podiatre, mais là, le défi, là, tu es avec des entendants, même chose. Comment ça se passait? T'avais-tu comme une interprète avec toi qui était là temps plein? Il y avait toujours un interprète. OK. J'ai toujours eu une interprète. Oui, pendant mes cours, j'ai toujours eu une interprète. Et oui. ça, OK, mais... Il y avait une interprète à l'université, mais ça n'a pas été facile, ça. Oh là là! Mais c'est J'ai ça. eu 8 interprètes différents. Oh, OK. Pourquoi? Parce qu'au début, tu as l'interprète, ça va. Tu penses qu'elle va tout faire, tous les cours, mais là, ça devient trop responsable. Fait que là, finalement, il y a beaucoup de cours. Le doctorat, c'est beaucoup de cours. C'est beaucoup d'heures de préparation et tout ça. Fait que pour la même interprète, pour les blessures musculo-squelettiques, pour les interprètes, parce qu'ils interprètent beaucoup, je me suis dit, bon, une seule interprète. Fait que pendant une période, j'ai fait affaire avec un autre interprète. Ça allait très bien. J'avais aucun problème avec cette interprète-là. J'ai dit, écoute, tu veux le faire tout seul, c'est correct. Mais finalement, les interprètes qui arrivaient disaient, oh non, j'ai peur, puis je m'en vais. Les interprètes faisaient un cours parce qu'on allait... Quand on voyait tous les cours interprétés, les interprètes quittaient. Ils ne voulaient pas interpréter pour moi. OK. Mais à ce moment-là, parce que là, podiatre, est-ce que tu es podiatre pour la communauté sourde uniquement? Oh non, c'est pour les entendants. Ah, Moi, OK. Je n'ai pas de sourds ici. OK, Mais j'ai beaucoup de patients de Montréal oui. qui sont sourds, qui font le voyage pour venir me voir ici. OK, mais ça veut dire que, comme tu dis... Mais il y a 99,9 de ma clientèle entendent. Bon, OK. Bien là, justement, moi, je suis entendante. J'ai besoin d'avoir un médecin, là, un podiatre. Et comment qu'on fait là, pour communiquer, toi et moi? J'ai un interprète avec moi. Tu as une interprète avec toi. Ça veut dire que à chaque jour, il y a une interprète avec toi du moment que tu arrives au travail. Oui, l'interprète, je l'engage. C'est moi qui engage mon interprète. C'est toi? Et son rôle, c'est une assistante aussi. OK. Elle n'est pas qu'interprète, donc elle est l'assistante. Ah. Donc, elle fait les deux jobs en même temps, là. OK. Mais ce qui est triste, c'est parce que, je trouve ça triste, là, c'est que quand j'ai fait mes études, je payais pas l'interprète. OK. C'était le ministère de l'Éducation qui assumait les frais de l'interprétation. Oui. J'avais pas à me soucier, j'avais pas de stress à penser « Oh, mon Dieu, il faut que je trouve de l'argent, il faut que je paye mon interprète. Oui. » Mais là, je viens travailler, là. Oui. Qui va payer l'interprète, là? Bien, justement, J'y avais pas pensé à ça, mais... qui paye, justement? Attends une minute, j'y arrive, j'ai pas fini. Ah, vas-y. Fait que là, je me suis dit, bon, là, j'ai fini mes études en 2009. Oui. Et j'ai pensé, le ministère de l'Éducation va transférer ça au ministère de l'Emploi, de la Solidarité ou... Non. J'ai fait, OK, qui va payer l'interprète? Oui. Comment je vais marcher? Comment ça va fonctionner? Oui. Au début, je travaillais pour une autre clinique OK. à Abbotsford. Et sur la rive sud de Montréal. À Saint-Paul-d'Abbotsford, sur la rive sud de Montréal, je travaillais là. Et puis, le pédiatre m'a dit, on va enlever un pourcentage de ton salaire, puis on va payer l'interprète avec ton salaire. Oh, mon Dieu. Mais moi, j'avais pas le choix. Oui. Ben oui. J'avais pas le choix. Mais bon, pendant que je travaillais, je cherchais des subventions pour payer les interprètes. Puis j'ai demandé une bourse pour avoir de l'aide et tout ça. Et puis finalement, j'ai cogné à des portes. Je me suis fait fermer les portes au nez en me disant non. À ce moment-là, le gouvernement, quelqu'un qui avait travaillé au gouvernement disait
Il me dit, c'est pas ma faute si toi, tu as choisi ce métier-là. Tu avais juste à choisir un travail que tu n'avais pas besoin d'interprète. Ah, bon, d'accord. OK. Ben là, vraiment, j'étais vraiment sous le choc de cette réponse-là. Oui, et oui, pendant absolument. cette période-là, la personne m'avait dit ça. Et je pense que pendant la campagne électorale, il voulait intégrer les personnes sourdes au travail, si je me rappelle bien. Il avait parlé de ça. Il avait joué du violon, bien sûr. C'était pas nécessairement vrai. Et il se lançait la balle d'un ministère à l'autre pour l'intégration des personnes handicapées. Et finalement, j'ai eu de l'aide avec le CIT. Le CIT. Une petite partie avec le CIT. C'est mieux que rien, bien sûr. C'est mieux que rien. Mais il faut que je me batte à chaque année. À chaque année, il faut que je rabatte, il faut que je prouve, premièrement, que je suis sourde, que je fasse que j'envoie un audiogramme, une lettre et tout ça pour dire que je suis vraiment sourde et qu'à chaque année, j'ai besoin d'un interprète. Et le CIT, à chaque année, essaye de me couper et essaye de me dire, tu pourrais travailler sans interprète, tu n'as pas besoin d'un interprète, prends ton papier et crayon puis écris à ton patient. J'ai dit, non, excusez, non, moi, j'ai dit, viens me voir, viens ici, là. Oui. Viens me voir travailler. Tu vas voir c'est quoi la job. Puis là, la personne est venue. Oui. Puis ensuite, on m'a dit, oui. Ah oui, c'est vrai, tu as besoin d'un interprète, c'est vrai. Parce que là, il y a plein de monde. Les gens dans la clinique, ça court, ça vient. Moi, j'entends pas ce qui se passe. Le patient arrive, n'est pas là. C'est sûr que si quelqu'un me parle puis je suis dos à la personne, j'entends pas. Comment on peut toujours communiquer avec un papier, ça n'a pas de sens. Puis aussi, pendant la chirurgie, pendant une chirurgie, je suis concentrée sur la chirurgie. Si quelqu'un me parle, j'entends pas. Ça me prend absolument un interprète. J'ai pas le choix. Mais Audrey, ça veut dire qu'à chaque année, tu dois te battre pour avoir les services du interprète. Ça, c'est pas comme garanti. Ça fait 15 ans que ça dure. Ça fait 15 ans que je suis diplômée. Ça fait 15 ans que c'est comme ça. Ah oui, ça veut dire que demain matin, on pourrait couper le service d'interprète. Ah oui, bien sûr. Puis que c'est toi qui devrais débourser de ta poche à ce moment-là. Oui, c'est moi qu'il faudra qu'il paye. Ce que je trouve triste là-dedans, c'est, moi, je gagne bien ma vie. On ne se cachera pas, je gagne bien ma vie, j'ai un bon salaire. Je pourrais même payer l'interprète, ça serait correct. Mais c'est triste pour les autres. D'autres personnes sourdes qui n'ont pas des gros salaires. Comment, eux, ils peuvent avoir des services interprètes? Comment ils pourraient avoir ça? Ils seraient limités dans leur choix de travail aussi. Moi, je trouve ça très triste. Mais en fait, c'est ça. C'est une question de principe. Tu sais, c'est de dire, OK, oui, moi, j'ai un salaire qui fait que je peux payer une interprète, mais tu devrais pas avoir à payer une interprète pour travailler. C'est, dans le fond, c'est une aide que toi, tu as besoin. Exactement. Comme une personne qui est aveugle et qui a besoin d'un chien Mira, là. Absolument. Tu as tout à fait raison. C'est ça. Oui. Okay. C'est pour ça que je me bats. Je me bats pour les autres aussi, pas juste pour moi. Pour que dans les prochaines générations où des étudiants sourds veulent faire ça, parce que je me dis, je pourrais m'en foutre des autres puis dire, gars, je fais ma petite affaire puis je règle mes affaires. Mais non, ça donne pas une bonne image puis non. Non. Il faut démontrer nos besoins, que les personnes sourdes ont des besoins en général. Exact. Et Audrey, moi, je te trouve vraiment super inspirante. Puis tu sais, t'es pas inspirante uniquement là, pour la communauté sourde. Là. Je veux dire, t'es inspirante, point. Là. Donc, t'es une femme vraiment avec une énergie, moi, je trouve que tu défonces les portes et en plus, t'as ce côté-là aussi très militante, de dire, oui, OK, moi, je pourrais me fermer les yeux et faire ma petite affaire, mais non, c'est pas vrai, je vais pas faire ça, je vais défendre finalement. Et je voulais voir avec toi parce que justement, tu as écrit un livre. Est-ce que c'était dans cette optique-là que tu voulais inspirer les gens? Oui. Premièrement, c'était un petit peu pour faire de l'éducation, de la sensibilisation. Oui. La sensibilisation sur la surdité. Dans mon livre, on parle pas seulement de moi. Je parle, j'ai des témoignages, des témoignages de personnes sourdes, de quelques personnes sourdes, alors, qui ont bien réussi dans leur vie.
et puis qui ont eu des projets professionnels ou personnels. Et c'est sûr que j'ai ajouté 10 autres personnes sourdes dans mon livre. OK. Puis, pour ma part, j'explique mon parcours scolaire, primaire, cégep, université, je parle de ça. Et puis aussi, j'explique un peu comment ça marche dans mon travail. Bon, avec les patients, avec l'interprète. Oui. J'explique ça. Puis ensuite, j'explique aussi un peu mes défis personnels. Hein, mes défis personnels, comme par exemple, des randonnées en montagne. Moi, j'ai fait le Kilimandjaro. Mais justement, c'est là, je trouve ça, c'est ça, je m'en allais là parce que je me disais, est-ce que dans son livre, elle parle du Kilimandjaro, de l'Everest? Oui. Et que aussi, des j'ai voyages fait le camp de base de l'Everest. Je me suis Bon, rendue au c'est camp ça. de base de l'Everest. Tu as fait des voyages humanitaires aussi. Oui, je fais des voyages humanitaires. Pourquoi je parle du Kilimandjaro? Oui. J'explique que les personnes sourdes ont souvent des problèmes d'équilibre. Oui. Et voilà. Est-ce que Et c'est c'est pour ça que j'ai ajouté ça pour expliquer aux personnes sourdes que, écoute, des fois, quand les personnes sourdes, on doit utiliser beaucoup nos yeux pour compenser les oreilles parce Oui. que sinon, on perdrait l'équilibre. Oui. Il faut faire attention, par exemple, aux animaux qui viennent vers nous pour ne pas nous faire tomber parce qu'on ne les entend pas venir. Des petites choses comme ça que je me permets de dire dans mon livre. Puis aussi, j'explique les missions humanitaires auxquelles je participe avec Paul Boursier. Mais les voyages humanitaires, là, ça, dans le fond, tu y vas comme podiatre? Oui, on va soigner les pieds avec l'Association des podiatres sans frontières. Ah oui, OK, comme Médecins sans frontières, finalement. Oui, c'est ça, exactement, c'est la même chose. OK, donc tu vas dans d'autres pays. J'ai fait 3 voyages jusqu'à maintenant. À quel endroit? Je suis allée 2 fois au Vietnam OK, et puis 1 fois au Pérou. wow. Et qu'est-ce Et qui... le prochain, on s'en va, le 4e, au Népal. Au Népal. Ah, wow. Oui, puis la fin, ça va être la fin de 2025, on va aller au Népal. OK, et toi, quand tu vas là, tu y vas avec encore ton interprète? Oui, avec Paul Boursier. OK. On va là. Oui. Paul Boursier, c'est ton interprète? C'est-tu ton interprète? Non, c'est pas mon interprète dans la clinique, c'est un autre interprète. OK. Mon interprète à la clinique, elle s'appelle Josée. OK. Mon interprète s'appelle Josée et elle est interprète depuis 11 ans avec moi, Josée, OK. à la clinique. Et quand tu fais tes voyages humanitaires, là, t'es avec Paul Boursier, ton interprète. Oui, c'est ça, exact. Ah oui, OK, mais là, à ce moment-là, quand tu pars là, faire ta mission, t'es avec un groupe, finalement, avec un groupe de podiatres. Oui, on est un groupe qui partons, oui. OK. Oui. Puis, Parfois, ça arrive que, on part pas tous en même temps, mais on se retrouve tous à la mission. OK. Puis qu'est-ce que t'aimes, toi, dans le voyage humanitaire? J'aime le plus, c'est de voir la résilience. Ah oui. OK. La résilience des peuples. OK. Moi, j'aime beaucoup ça. OK. La résilience des peuples. C'est ça, t'as dit? Oui. Alors, c'est comme remettre les valeurs. Ça nous remet les valeurs à bonne place. Et puis, je me rappelle, ça nous rappelle c'est quoi l'important dans la vie. Et c'est quoi? C'est quoi qui est important dans la vie, Audrey? La santé. Oui. La santé, bien sûr, ça, c'est le top numéro 1. Pour être capable de faire tout ça, évidemment, c'est la santé. Ça te permet d'avoir une bonne vie. Et j'aime aussi faire de la médecine de brousse. Wow! OK. Oui, par exemple, tu sais, ici, là, j'ai tout ce qu'il me faut, là. Oui. J'ai les outils, les médicaments, les Oui. j'ai tout. J'ai tout est stérile, tout est parfait dans ma clinique. Ah oui. Là-bas, il n'y a rien de ça, là. Non. Faut s'arranger avec ce qu'on trouve. Faut qu'on se débrouille avec ce qu'on trouve, ce qu'on a. Et il y a beaucoup
de bricolage. Ah Il y a oui. beaucoup de bricolage à faire. Wow, mais c'est vraiment super inspirant, Audrey, parce que c'est ça, tu sais, je trouve que tu amènes ce côté-là, tu sais, de dire, ben OK, tu sais, moi, je suis dans la clinique, c'est quand même relativement, tu sais, t'as quand même relativement, finalement, une vie où est-ce que t'es aisée. Je suis confortable. Et t'es confortable. On est confortable. C'est ça. Oui, je suis confortable. Et tu t'en puis, vas dans la brousse. Tu sais, quand même, je trouve que ça parle vraiment de toi, de oui, tes là, c'est valeurs. plus du tout confortable. Puis c'est Non. le bordel. Ah, on oui. dort à terre, sur le sol, avec des bébites, Oh, wow. avec des coquerelles. Audrey, c'est quoi partout. je te souhaite? La température qui fait 40 à Ouais. l'ombre, puis qu'on se lave avec une douche, avec Ouais. 5-6 gouttes d'eau à la minute qui Ouais, sortent, la ouais, douche. ouais. Là. Audrey, c'est tellement intéressant. Je le savais qu'on allait avoir plein de choses à se raconter. Donc, j'invite les gens à se procurer ton livre. C'est quoi le titre de ton livre? Le titre, c'est La route de l'impossible. OK, La route de l'impossible. Et Les il y gens... a la version anglaise aussi. OK, parfait. Puis, Génial. il y a Audrey... Oui? Audrey, Le livre, Oui, c'est Audrey Audition. oui. Audio aussi. Il y a OK. un livre qui s'appelle Audition. OK. Mais C'est quoi le signe? C'est une comédienne, Chantal Fontaine. oui. Chantal Fontaine, elle a fait la voix, La voix. la narration. Oui. C'est un livre audio. Oui. Il est en livre audio. OK, parfait. Merci beaucoup, Audrey. Ça a été un grand plaisir. Je suis tellement contente d'avoir fait ta connaissance et je te dis à bientôt. Ben, merci beaucoup. Merci. Et merci à l'interprète aussi. Vraiment, Merci. elle est vraiment bonne. Génial. Ça a été vraiment une belle émission. On va se retrouver pour la prochaine semaine. Merci à Mathieu Tessier de l'autre côté de la vitre. Et là, ben voilà. Alors, c'était Sourde et courageuse.